Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, dans Tout est marque, on reçoit et on fait parler toutes les marques pour éclairer, bien sûr, la vision et inspirer les actions. Dans ce nouvel épisode, je reçois une marque, on va dire, récente dans le secteur de l'intelligence marketing, boostée d'ailleurs à l'intelligence artificielle, qui dit d'ailleurs IA, dit aussi sujet brûlant dans le domaine de la création, et nous allons découvrir ce en quoi la marque Pléthore, c'est la marque que nous recevons aujourd'hui, apporte une nouvelle solution sur le marché qu'on appelle aussi la Martech. Et pour ce faire, c'est avec joie que je reçois son fondateur et président, Ferdinand Terme. Bonjour Ferdinand. Bonjour. Merci d'être venu au micro de Tout est marque. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'origine d'ailleurs du nom de la marque Pléthore ? Bon, alors Pléthore, c'est pour un auditeur francophone, on va dire, c'est quand même assez transparent. Ça vient justement de cette notion d'abondance, de quantité, de champ des possibles aussi qu'on vient ouvrir. Parce que le fond de notre vision, c'est que justement l'intelligence artificielle vient en fait ouvrir énormément d'horizons. On n'est pas juste sur aller gagner un gain d'efficacité marginale, mais qu'il y a énormément de choses, notamment dans la façon dont les marques vont communiquer, etc., qui vont être rendues possibles. Et nous, on veut être l'outil qui ouvre ce champ des possibles. Oui, parce que c'est vrai que Pléthore, c'est l'abondance, la multiplicité, comme tu le disais, la profusion, la prolifération, la surabondance. D'ailleurs, Pléthore ne s'appelait pas Pléthore au départ, parce que j'ai noté en faisant ma petite enquête que c'était Lascaux. Tout à fait. Alors, en fait, je peux développer potentiellement, c'est une bonne opportunité en fait de faire un peu l'introduction de l'histoire en fait, de la boîte. Sûr. Nous, on s'est lancé il y a 1 an et demi. Ça s'appelait Lascaux à l'époque, avec un positionnement qui était assez différent, qui était déjà dans la martech, dans le visuel marketing, etc., mais qui consistait à dire toutes les marques demain, elles auront leur modèle d'IA sur mesure pour avoir un niveau de finesse en termes de reproduction de leur charte graphique, direction artistique, des produits, etc. Ça, on a été en fait pris de vitesse par les modèles qui se sont améliorés tellement vite qu'après quelques... Des modèles concurrents ? Non, pas les modèles concurrents. Non. Nous, on allait utiliser en fait des modèles disponibles sur le marché. On allait les retravailler, ce qu'on appelle fine-tuner dans le jargon, bien sûr. Sur l'identité d'une marque. Et en fait, les modèles d'IA sont devenus tellement puissants, que ce soit sur l'image, la vidéo, se sont tellement développés. À l'époque, il y avait 2-3 modèles, un peu ce qu'on appelle des modèles de fondation, donc les modèles clés. Il n'y en avait que 2-3. Maintenant, il y en a une dizaine qui sont très performants. Et donc, face à ça, on s'est adapté. Et on s'est adapté en créant en fait complètement un nouveau produit il y a 3 mois, dont je pourrais parler un peu plus en détail. Oui. Et comme souvent, un nouveau produit, c'est aussi l'occasion de créer une nouvelle marque, d'acter un peu la rupture entre l'ancien produit et le nouveau, l'ancien positionnement et le nouveau, d'où le rebranding. Exactement. D'accord. On dit souvent d'ailleurs quand on rebrande comme ça, nouvelle stratégie et on avance sur autre chose. Exactement. Ouais. Pléthore, implanté à Paris ? Tout à fait. Paris, cœur... On est pas très loin de Saint-Lazare aujourd'hui et on est 7 employés. 7 salariés, 7 collaborateurs qui grandit suite notamment levée de fonds Tout à fait. Cette année, qui a été quand même, je pense, un tournant majeur. Ça a été En fait, on est dans un univers qui est très concurrentiel, où il faut aller vite. Il y a des acteurs américains, notamment, qui sont très bien financés. Le marché, comme je disais, avec tous ces nouveaux modèles, etc., qui sortent est en permanence en train de se réinventer. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on s'est dit qu'on était très ambitieux pour Pléthore et qu'il fallait avoir les moyens de nos ambitions. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher des financements auprès d'investisseurs en début d'année. Tu vas voir, une petite question. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Petite question qui fâche, mais qui fâche rarement. Justement, est-ce que ces fameux 2 millions d'euros, c'est la clé absolue pour développer aujourd'hui une marque ou une entreprise ? Alors, dans l'absolu, non. Dans le monde de l'intelligence artificielle, de la tech, ma réponse, c'est pas la même.
il y a énormément de business pour qui aller chercher les financements, c'est sans doute pas une bonne idée. Nous, on est aujourd'hui sur un positionnement où aller chercher des financements, c'est ce qui nous donne les moyens de nos ambitions. On est face à des gens qui ont ce type de financement. Il y a des coûts de R&D pour avoir un produit haut niveau qui sont importants. Il y a aussi des coûts de marketing pour se lancer, apparaître qui sont importants. Donc, il y a des contre-exemples, mais les contre-exemples, c'est une toute petite partie des réussites aujourd'hui dans une boîte tech. L'autofinancement n'est pas envisageable. Il y en a, il y a des très belles boîtes qui sont autofinancées, soit parce qu'elles ont réussi à garder des effectifs tout petits, notamment grâce aux gains de productivité que l'IA permettent, soit parce qu'ils ont été très patients et ils ont réussi au fur et à mesure à développer des beaux business. Il y a sur la tech française, alors pas du tout dans notre secteur, mais il y a une boîte qui s'appelle Lemlist, qui est connue pour ça, qui est un très beau succès sans financement externe. Mais si on regarde, les plus grosses réussites sont financées, et même des boîtes qui réussissent très vite à être rentables, etc., décident d'accélérer en levant des fonds. Donc à un moment, c'est un peu, voilà, ça a des avantages de faire rentrer des investisseurs extérieurs. Oui, parce qu'on dilue le capital quand même. On dilue le capital, on est moins maître à bord, etc. Mais dans cet environnement concurrentiel, avec mes fondateurs, on a jugé que c'était indispensable pour avoir en fait les moyens de nos ambitions. Indispensable, incontournable. Là, c'est vrai qu'on parle de financement, on parle de marque, mais on va surtout expliquer à nos auditrices et nos auditeurs à qui s'adresse Playtor. Ça s'adresse à des agences, à des entreprises, à des médias, du e-commerce. Ça s'adresse à qui ? Playtor, on est une solution qui permet en fait aux équipes marketing et créa de combiner les meilleurs modèles d'IA disponibles sur le marché pour concevoir des workflows créatifs et éventuellement les automatiser. Donc ça, aujourd'hui, les gens qui sont le plus intéressés, c'est des industries où il y a des enjeux de production de contenu visuel qui sont importants, des enjeux d'originalité visuelle aussi qui sont importants. Je ne reprends pas à chaque fois la même créa que je reprends depuis 10 ans, où il y a aussi des enjeux de se différencier de la concurrence, d'être véloce, de tester les nouvelles choses. Donc ça, c'est très souvent du B2C, du e-commerce par exemple, de l'app mobile, des choses comme ça. Et derrière, on va soit servir l'agence, qui va en fait créer ses workflows sur mesure pour ses clients et faire qu'ils peuvent proposer plus d'idées à leurs clients, réduire parfois leurs coûts de production, proposer aussi des idées qui auraient été absolument impossibles à faire avant du fait des coûts, des contraintes techniques, ou bien des marques directement qui vont prendre ça à bras-le-corps et qui vont se dire très bien, moi je veux gagner en autonomie peut-être parfois par rapport à mon agence, je veux produire plus de choses, tester plus de choses, donc je vais mettre en place ces workflows Playtor pour répondre à ces besoins pour mon marketing. Et d'ailleurs, j'ai relevé dans une interview que tu disais, nous permettons aux équipes marketing et créatives de mettre l'IA à leur service et d'être des acteurs de la transformation de leur métier, mais d'une manière pragmatique pour les non-initiés en tous les cas, du marketing. Comment cela se traduit-il ? Ouais. Déjà, le contexte de cette phrase, c'est de se dire... quelqu'un qui a un rôle créatif aujourd'hui, donc dont le rôle est de penser des images, dont le rôle est de pousser visuellement des idées, etc., ne peut pas faire le choix de ne pas utiliser de l'IA. En tout cas, on pense que ça, c'est une posture qui est un peu condamnée parce que la qualité de ce qu'une IA est capable de produire est de plus en plus bluffante. Donc, on ne pense pas qu'il y aura que du tout IA, mais qu'il faut savoir s'en emparer. Et donc nous, concrètement, aujourd'hui, ce qu'on vient faire, c'est qu'en fait, on propose une plateforme qui vient répondre aux principaux défis de quelqu'un qui veut intégrer l'IA dans ses processus d'idéation, de production. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, la première chose, c'est qu'une des difficultés aujourd'hui, pour quelqu'un qui suit un peu ce qui se passe dans l'IA, c'est juste d'être à la page. Toutes les semaines, il y a des innovations. Il y a des gens c'est même une problématique, c'est-à-dire que même pour les experts, voire ultra-experts de l'IA, on passe plus de temps à faire de la veille qu'à en réaliser réellement. Exactement. Ouais. Donc au bout d'un moment, il faut quand même des outils générateurs qui nous permettent de simplifier les choses. Voilà, à un moment, il faut se dire, bon, ça marche. Ouais. Nous, ce qu'on vient faire, vu que notre produit intègre tous les modèles d'IA et dès qu'ils sortent, on intègre les nouveaux modèles, les nouvelles capacités, etc., on vient dire à nos clients, déjà, avec un seul abonnement, vous avez accès à tous les meilleurs modèles. Deuxièmement, c'est une autre chose qui pouvait être un blocage à l'adoption. Donc, n'allez pas chercher 12 solutions. Voilà. Et nous, finalement, on a une complétion d'un certain nombre de choses, une agrégation d'un certain nombre de sujets qui vont vous permettre, sur une seule et même plateforme, qui s'appelle Playtor, de vous proposer une solution avec du workflow. D'ailleurs, on parlait de workflow tout à l'heure. Est-ce qu'on est aussi dans le DAM ? Est-ce que c'est aussi un peu du DAM, du Data Asset Management au passage ? Alors, on a une capacité à de gérer des assets aujourd'hui. Donc, il y a une galerie partagée avec les gens de mon organisation. Je peux trier
les visuels qui sont générés, les vidéos qui sont générées, etc. On pousse moins loin que ce qu'une solution DAM spécialisée ferait. Donc on peut en fait servir pour une structure de taille moyenne, éventuellement de DAM, ça peut fonctionner. Une boîte qui a des assets dans des centaines de langues, à très très grande ampleur, va plutôt utiliser un DAM spécialisé. Et nous, aujourd'hui, on est en discussion justement avec des acteurs du DAM pour qu'ils puissent proposer des services pléthores intégrés au sein de leur environnement technologique via notre API. Donc ça, le DAM, c'est plutôt un complément en fait de notre proposition de valeur. C'est un complément de solution. Exactement. Et donc, de manière pragmatique, on revient à cette fameuse question, justement, comment Pléthore va proposer cette bonne solution ? Alors, premièrement, déjà, je réponds au problème de j'ai plein de solutions, tout est disponible dans le modèle, sur la plateforme, un nouveau modèle sort, très facilement, je peux le tester, le comparer, et l'intégrer à la place de ce que je fais aujourd'hui quand j'en ai besoin, quand je réalise que ce modèle est plus performant que l'existant. Deuxièmement, la chose le deuxième souvent, notamment pour les gens qui commencent à vouloir utiliser une Milia de manière un peu plus professionnelle, au-delà de j'ai fait un style Ghibli sur ChatGPT qui dit ok, maintenant je veux le tester, je veux mettre en place ça pour mon marketing dans mon agence, etc. C'est en fait comment je fais collaborer les différents modèles, comment pour un besoin spécifique je détermine ça c'est le bon modèle, etc. Et en gros nous on va leur permettre d'enchaîner en fait les modèles, de les faire travailler les uns avec les autres. Par exemple, je vais avoir un modèle de texte qui va me sortir 3 propositions de prompt par rapport à mon besoin à partir d'un mood board que je lui ai donné. Derrière, il va envoyer ces prompts à différents modèles d'images. Les modèles d'images ils vont me faire une proposition. Et derrière, je vais peut-être dire, maintenant ça j'aime bien, mais j'ai besoin de le formater, de changer les formats pour l'adapter aux différents canaux. Là, j'ai à nouveau des modèles d'images qui vont rentrer en jeu et qui vont me dire, là ça je te le mets en 16/9e, en 9/16e, etc. très facilement. Donc c'est une solution en cascade. Il suffit de finalement choisir le bon schéma et puis on saute d'une solution à l'autre une fois que les étapes sont et validées. Et tout ça depuis le même... c'est un canvas en fait. Oui. Donc, depuis le même canvas, on a tout ça. C'est des blocs. On lie les blocs les uns aux autres et on obtient le résultat qu'on veut. Et ce qui est puissant aussi, c'est qu'une fois que j'ai un enchaînement, donc ce qu'on appelle les workflows chez nous, de blocs qui tournent, je peux l'utiliser en me disant très bien, maintenant je sais que dès que j'ai besoin de faire la pub pour cette marque de jeans sur cette DA particulière qui est la DA de l'été, j'ai juste à réutiliser le même workflow, à changer les données, le produit que je donne en entrée, et derrière je sais qu'il va me faire quelque chose de très cohérent par rapport à l'univers de marque que j'ai construit. Là où aujourd'hui l'alternative ce serait d'aller sur 5 plateformes différentes, etc. De faire appel à des agences peut-être différentes aussi pour certains clients. Aussi, exactement. Ça c'est un besoin qu'on a aussi de la part d'ailleurs d'agences qui nous disent moi j'ai créé cette DA pour mon client, je n'ai pas vocation à lui faire la prod, l'exé au quotidien, mais j'aimerais bien qu'il reste quand même dans mon giron. Est-ce que je peux pas utiliser Pléthore pour que Pléthore en fait le client, derrière, il ait plusieurs workflows, un peu des petites applications Pléthore sur les différents besoins qu'il a. Et il a juste à aller générer avec ça et éventuellement à poser des questions à son agence via la plateforme, un peu la dimension collaborative de la plateforme. Les enjeux pour les marques, pour les annonceurs et également pour les agences ne sont pas anodins par rapport à la solution que tu proposes. En tous les cas que Pléthore propose. D'ailleurs, est-ce que moi j'ai noté que dans les créations publicité avec IA, vous aviez notamment développé des choses avec les Furet.com ? Ouais, parmi les marques célèbres. Les marques un peu iconiques, on va dire, en France. C'est sans doute une des mascottes françaises les plus connues, avec peut-être le Bibendum de Michelin. Les Furets, eux, ils vont nous utiliser. On a des modèles en fait sur mesure sur leurs mascottes, ce qui fait qu'ils peuvent les reproduire avec un très haut niveau de fidélité. Et que derrière, ils vont utiliser beaucoup sur TikTok, Instagram, pour soit faire des petites animations, donc là en enchaînant ces modèles sur mesure avec des modèles de vidéos, soit en statique. Et ça leur donne une capacité, en fait, en fonction du thème sur lequel ils veulent communiquer, à communiquer très facilement. Par exemple, s'ils veulent communiquer sur l'assurance habitation, ils vont mettre le furet qui est en train de faire brûler sa maison. Si c'est sur l'automobile, ça va être en train de conduire sa voiture, etc. Ce qui aurait été extrêmement coûteux en passant par une équipe 3D. Et ça, ils le font. Et d'ailleurs, ça marche parce que le taux de notoriété chez les jeunes a augmenté. La création d'images assistées par ordinateur a toujours existé, sauf que maintenant, on a quand même la brique intelligence artificielle. Est-ce que c'est une façon de se substituer ou au contraire qui vient plutôt en complément sur la partie création ? Je pense que ça dépend des cas d'usage. Il y a des cas de substitution.
où en fait l'alternative manuelle, etc., n'a plus vraiment de sens. Ça dépend aussi du budget que j'ai à disposition et du niveau de qualité que je souhaite avoir. Mais il y a des cas où en fait tout simplement je pense que les solutions de production traditionnelles ne sont même plus vraiment pertinentes. La plupart des cas, et moi les cas que je trouve les plus intéressants, c'est les cas où en fait ça vient permettre de faire de nouvelles choses. Donc c'est même plus que de la complémentarité. C'est de se dire en fait je vais débloquer des nouveaux cas d'usage. Demain, je vais permettre, j'annonce le lancement d'un nouveau produit sur mon site internet, je vais permettre une expérience pour que les gens puissent par exemple reproduire la nouvelle ligne de vêtements dans différents styles, jouer avec, s'approprier une nouvelle marque, etc. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Proposer aussi, ce qui aurait été impossible à faire avant, dès qu'il y a une nouvelle DA, de la déployer sur l'intégralité d'un site internet sur des centaines de références. Là, on est sur des choses qui sont absolument impossibles à faire avec des shootings traditionnels. Donc là, pour moi, c'est plus là où on est sur la complémentarité et en fait un des nouveaux horizons que l'intelligence artificielle que je suis le plus enthousiaste et le plus excité, plus que sur le gain d'efficience et le gain de coût qui reste intéressant, mais qui n'est pas, je pense, là que les plus beaux cas d'usage de l'IA sont à venir. Je rebondis sur ton exemple. On peut imaginer une marque de vêtements qui n'a pas les budgets pour un shooting photo et qui peut générer du visuel avec des modèles. Complètement. Ça, c'est un... Quel est le coût d'ailleurs ? Alors, quel est le coût justement parce que finalement, ça veut dire que ça t'ouvre beaucoup de perspectives, notamment pour des PME qui n'ont pas quelquefois les budgets 100 000, 200, 300, 500 000 euros à mettre dans une agence à l'année pour générer des modèles et qui peuvent eux-mêmes, via des créateurs internes... Typiquement, en fait, si on se pose la question de comment appliquer les workflow platters à une PME dans la mode, déjà sur la partie idéation, elle va pouvoir par exemple... passer d'une idée abstraite à des concepts de vêtements, potentiellement donner des dessins aussi, etc., des croquis, à l'IA qui va derrière pouvoir ajouter de la texture, varier des textures. Donc sur la partie conception des vêtements, il y a plein de choses qui sont imaginables. D'accord, parce qu'on est aussi sur la conception assistée. Ce ne sera pas de la conception. Derrière, ce n'est pas forcément un document qu'on sera en mesure d'envoyer avec tous les détails techniques, etc. C'est plus un mode draft. Sur un plutôt mood board, c'est totalement possible. Mais derrière, surtout sur la production, en fait, une fois que j'ai mes packshots, je peux dire, je veux que tu mettes ce packshot sur tel mannequin, dans tel univers. Par exemple, si c'est une marque qui vend des affaires de tennis, si elle veut être associée à Roland Garros, mais elle n'a pas les moyens d'être sponsor de Roland Garros ou de faire du shooting sur terre battue, elle peut très bien aller créer un univers un peu terracotta, etc. Et mettre ses mannequins dans des univers comme ça, donc s'associer un peu à ce genre de choses ou aller chercher quelque chose de complètement différent, évidemment. Et ça, pour des coûts qui sont 100 fois moins chers à la pièce que ce qu'ils auraient sur un shooting traditionnel. Mais ça me coûte combien, précisément ? Alors, ça dépend énormément des modèles qui sont utilisés, etc. Mais c'est un forfait, c'est un pack, comment ça se passe ? Ça commence à 19 € par mois. D'accord. Avec un nombre de crédits. Oui. Et en fonction du modèle utilisé, c'est un nombre plus ou moins important de crédits qui est consommé pour générer une image ou une vidéo. Te donner un ordre de grandeur, une image, ça va coûter quelques dizaines de centimes. Et une vidéo, ça va plutôt commencer de l'ordre de 1 ou 2 €. Ça défie Après, voilà, ça, c'est l'image. Toutes les lois du prix, là. Parce que ça défie toutes les lois du prix. Quand on sait, en tant qu'annonceur, et moi je l'ai vécu, le coût d'un visuel généré par une agence, on est plutôt à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Voilà, après, je pense qu'on cible, ça dépend. En fait, on cible potentiellement des cas d'usage différents, des cibles différentes. Typiquement, la PME, elle va peut-être se dire, en fait, pourquoi passer par une agence, autant tout faire, parce que le retour sur investissement est tellement meilleur. Demain, Chanel, je pense qu'ils continueront à dépenser les 100 000, 200 000, 500 000 € ou plus de leur key visual, parce qu'il y a un travail artistique qui est extrêmement poussé. Ça, déjà, je pense que c'est le premier truc. Mais nous, le fondement quand même de toute la réflexion sur le produit qu'on construit, c'est de se dire, dans un monde où une image coûte quelques centimes à produire et est produite en quelques secondes, notre rapport à l'image va complètement être révolutionné. Et nous, on veut permettre aux marques de saisir cette opportunité pour complètement réinventer la façon dont elles communiquent, dont elles racontent leur histoire, dont elles font leur marketing. Moi, j'ai une petite question autour de ça et je m'interroge toujours. C'est passionnant et en même temps, je me dis, mais aujourd'hui, il nous faut des ultra-experts de l'intelligence artificielle dans les entreprises ou des gens qui sont très très forts sur la rédaction de prompts pour justement maîtriser tous ces outils. Est-ce qu'il ne nous faut pas beaucoup plus de techniciens que de créatifs finalement ?
Non, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les meilleurs utilisateurs de l'IA restent des gens qui ont un œil créatif. Il y a une petite acceptation de la complexité, mais ce n'est pas une complexité technique. C'est-à-dire que pour notre produit, il n'y a pas besoin d'écrire une seule ligne de code. Il faut un peu comprendre, se dire, en fait, il faut comprendre la logique de je connecte des blocs entre eux. Mais ça, une fois que c'est compris, c'est très très simple d'aller itérer, d'aller créer. Et au contraire, les gens qui vont en tirer le plus profit, c'est des gens qui sont à la base, qui ont un œil créatif, qui comprennent ce qui attire les gens. Et dans nos utilisateurs les plus assidus et les plus amoureux du produit, il y a des gens qui viennent de la photographie, par exemple, parce que c'est des gens qui ont cet œil-là, qui ont compris que leur métier était en train de changer, et qui, en fait, réussissent à tirer le meilleur de leur formation historique de 10-20 ans de photographie, et des modèles d'IA, parce qu'ils comprennent ce qu'est une belle image ou pas une belle image. Alors c'est très intéressant et important, à mon sens, en tous les cas, ce que tu es en train de nous dire, parce que c'est, si je puis me permettre, ton aire de jeu, c'est l'intelligence artificielle, c'est la tech. Et là, tu es quand même en train de nous dire que, oui, mais pour faire de la tech, il faut aussi avoir de la culture, il faut avoir des connaissances, des socles solides. Donc, avis aussi à tous les étudiants qui nous écoutent et qui veulent faire de l'IA demain, cultivez-vous, ayez des socles très solides, parce que derrière la rédaction des prompts et encore plus la logique créative passera aussi par ce socle. C'est pas l'ordinateur qui vous donnera l'idée. Tout à fait, et je pense qu'en fait, si je sursimplifie, mais on rentre un peu dans un monde avec l'IA où il y a sans doute deux compétences qui seront des compétences clés. Il y en a une, c'est la compétence technique, celle sur laquelle tu partais un peu au début. Tout à fait. Et la deuxième, c'est la capacité à raconter une histoire, à comprendre ce qui plaît aux gens. Et ça, en fait, c'est le goût. Et ça, c'est ces deux compétences-là qui sont super importantes. Et je pense que nous, on construit un peu aussi autour de ces deux compétences. Donc, à la fois permettre à quelqu'un, même qui n'est pas technique, mais d'aller cibler la personne qui accepte un peu de complexité, qui a un peu envie de mettre les mains dans le cambouis et de se dire « Waouh, j'ai des super résultats quand je fais ça », et qui a envie de chercher ce contrôle créatif et qui veut aller au-delà de je donne un prompt un peu mauvais à ChatGPT et j'accepte une image un peu mauvaise. Oui. Et qui derrière voit qu'elle peut raconter des histoires, qu'elle peut faire des choses qui sont exceptionnelles par rapport à ce qu'elle aurait trouvé sur les alternatives dans le marché. Est-ce que d'après toi, d'ailleurs, on parle d'intelligence artificielle, de génération de photos produits, notamment par exemple générées par un assistant IA. Est-ce que d'ailleurs l'hyper-personnalisation des visuels augmente les activations au niveau des utilisateurs, et surtout, est-ce que ça fait vendre plus ? Si on reprend l'exemple des furets tout à l'heure, oui. On est typiquement dans un cas où en fait, ils sont passés d'un monde où ils avaient le spot télé, 3-4 visuels statiques, et en fait, ils ne pouvaient pas vraiment raconter l'histoire de leur marque, parce que les budgets de la 3D sont dingues, à un monde où ils sont allés utiliser l'IA en complément, et ça leur permet justement d'augmenter le taux de notoriété, etc., parce qu'ils peuvent être beaucoup plus dynamiques dans ce qu'ils racontent. Et derrière, oui, après, sur la performance pure, sur des ads ou des choses comme ça, de la photo produit, ça te permet de tester beaucoup plus, d'éviter la fatigue publicitaire. Et quand on sait que Meta nous dit que 70% de la performance d'une pub, c'est de la créa, ça en dit quand même... le retour sur investissement est évident. Et on suppose effectivement que tous les KPI rassurent tout le monde derrière. Après, voilà, ça reste... c'est comme, est-ce qu'une agence qui fait un bon travail est la seule qui détermine si ça perf ou pas? Non, il y a d'autres facteurs. Ferdinand, on arrive déjà presque à la fin de l'émission. Moi, j'avais une dernière question malgré tout. Le marché Martech est énorme, puisqu'on a notamment l'étude Business Research Insight qui a évalué ce marché à 406 milliards pour 2026. Une marque comme Playtor, comment tu arrives à la faire émerger au milieu de cet océan, en définitive, de la Martech? Alors, c'est un marché, en effet, qui est gigantesque, qui bouge très vite. Nous, notre conviction, c'est que pour le faire émerger, il faut avoir un produit qui soit extrêmement solide et être aussi clair sur qui sont nos premiers utilisateurs, qui va tirer de la valeur du produit. Et autour de ça, en fait, créer l'émulation un peu. Pour ça, nous, on commence notamment en ciblant beaucoup des agences, des PME, des gens qui se sentent limite, qui ont envie de passer à l'étape, enfin aussi des gens qui utilisent déjà l'IA, en fait, qui ont envie de passer à l'étape supérieure, qui se disent « ça a l'air puissant, mais en fait, je pourrais aller beaucoup plus loin que ce que je fais aujourd'hui avec des capacités à automatiser leur workflow de production, etc. »
et donc qui vont nous chercher. Donc nous, on construit vraiment pour ces gens-là en se disant, il y a des gens à qui on va pas parler, mais c'est pas grave, parce que ceux à qui on va parler, ils vont tomber amoureux du produit, et c'est la base pour avoir une croissance explosive derrière. Et derrière, est-ce que ta promesse, justement, c'est le gain de productivité? Parce que je fais référence notamment à une interview qui a été donnée l'année dernière par le patron d'une énorme agence, WPP quand même, au passage, qui a très clairement lui expliqué dans Forbes, écoutez, nous, on utilise l'IA générative en marketing parce que ça nous fait gagner 30% de productivité. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Le 30% de productivité, il est sur la table. Faut nier ça, je pense que c'est se mettre le doigt dans l'œil. Mais je pense qu'il y a des gains encore plus forts à aller chercher sur des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de raconter des histoires, etc. Et qui là font appel à des choses beaucoup plus créatives et que c'est là qu'en fait les gains seront les plus forts. Les prochaines étapes, pour conclure vraiment à la fin, 2026 pour Playtor, on vous attend forcément sur peut-être la technique, la nouveauté. À quoi peut-on s'attendre ? Alors pour nous 2026 ce sera une année, on espère en tout cas, de forte croissance. On continue notre développement à l'international. On a déjà des clients, bien sûr, en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie, etc. Et on veut accélérer là-dessus. On n'a pas de limite géographique. Et après, pour nous, c'est de continuer à développer les deux gros piliers du produit. Le premier pilier, c'est le contrôle créatif, pour que l'IA ne rime pas avec mauvaise qualité. Et le deuxième, c'est la partie automatisation pour aller chercher des gains de productivité et justement des nouveaux cas d'usage qui manuellement sont impossibles à aller chercher. C'est la fin de cette émission. Merci Ferdinand Terme, fondateur et président de Playtor. Je rappelle l'adresse du site, playtor.ai. Je souhaitais aussi remercier toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube Podcast, Google Podcast, PodCloud, bref, toutes les plateformes. On espère effectivement avoir un petit like ou un commentaire si cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.